L'anniversaire de ma sœur approchait, alors mes parents m'ont appelé en disant « Nous devons discuter de quelque chose d'important ». Puis, mes parents ont donné une liste à toute la famille en disant « Assurez-vous que tout soit prêt pour son grand jour ». Pour ses 18 ans, un événement marquant, ma sœur a eu droit à une énorme fête surprise avec 200 invités, un traiteur professionnel, et elle a même reçu une voiture flambant neuve avec un nœud dessus. Puis, le jour de mon anniversaire, je me suis réveillée juste pour les voir partir en disant « On emmène ta sœur sortir ». Quand j'ai demandé « Et mon anniversaire ?» Ils ont simplement claqué la porte à mon nez et m'ont laissé seule. Des heures plus tard, ils sont revenus et m'ont jeté un cupcake à moitié mangé et une carte qui disait « Il est temps de partir ». Tout le monde a ri pendant que je restais là, plantée. J'ai fait semblant que ça ne me faisait pas mal. Cette nuit-là, j'ai pris le bus pour la ville avec $40 et un sac à dos. Une semaine plus tard, ma mère a laissé un message vocal, en larmes. L'appel téléphonique est arrivé 3 semaines avant le 18e anniversaire de Kristen. La voix de maman avait cette lueur particulière qu'elle réservait à tout ce qui concernait ma sœur cadette. Elle voulait discuter de quelque chose d'important, a-t-elle dit. Réunion de famille, présence obligatoire. Je suis arrivée à la maison après mon service au dîner où je travaillais depuis mes 16 ans. Papa était assis au bout de la table de la salle à manger. Maman à sa droite et Kristen à sa place habituelle, juste en face de lui. La chaise vide à l'autre bout m'attendait, comme toujours. Papa a fait glisser une liste imprimée sur la surface en bois poli. Mes yeux ont parcouru les points de la liste pendant que mon estomac se nouait. Confirmation de la réservation de la salle. Coordonnées du traiteur. Vérification du service Digi. Planification du photographe. Rendez-vous chez le fleuriste, finalisation de la liste des invités, commande des cadeaux pour les invités, récupération des décorations. La liste contenait 47 tâches individuelles. Tout était coché, sauf une poignée marquée de mon nom. Nous organisons pour Kristen la célébration d'anniversaire qu'elle mérite, a annoncé maman, les mains sagement croisées devant elle. Avoir 18 ans est une étape importante. Nous voulons que tout soit parfait. Parfait. Le mot avait un goût amer dans ma bouche. J'ai jeté un coup d'œil à Kristen, qui était assise là, examinant ses ongles fraîchement manucurés, un petit sourire jouant aux commissures de ses lèvres. Elle avait toujours été belle de cette manière naturelle que certaines personnes parviennent à avoir. Des cheveux blonds qui captaient la lumière juste comme il fallait. Des yeux bleus qui pétillaient quand elle riait. Un sourire qui faisait fondre les adultes et bafouiller les garçons. Nous attendons environ 200 invités, a poursuivi papa, sortant son téléphone pour me montrer les photos de la salle. Le Riverside Ballroom, le meilleur endroit en ville. Nous avons engagé le traiteur Stevens pour un service de dîner complet. Côte de bœuf, saumon, tout le tralala. Open bar pour les adultes, évidemment. 200 invités. Mon 21e anniversaire avait eu lieu 14 mois auparavant. Il m'avait emmené dans un restaurant de chaîne où nous avions partagé une entrée, et j'avais reçu une carte avec $50 à l'intérieur. La carte était générique, le genre qu'on attrape à l'épicerie quand on a oublié jusqu'à la dernière minute. À l'intérieur, maman avait écrit « Joyeux anniversaire » sans même ajouter mon nom. Mais je n'ai rien dit à ce sujet. Je ne le faisais jamais. Tes tâches sont surlignées en jaune, a dit maman en tapotant le papier. Nous avons besoin que tu ailles chercher les cadeaux pour les invités à l'imprimerie jeudi. Ce sont des coupes de champagne personnalisées avec le nom de Kristen et sa date d'anniversaire gravée dessus. Aussi, tu es chargé de monter les panneaux d'exposition de photos. J'ai rassemblé toutes les photos. Tu as juste besoin de les disposer joliment sur les panneaux. Et tu nous aideras à tout installer la veille. Je travaille jeudi, ai-je dit doucement. Dis que tu es malade, le ton de papa ne laissait aucune place à la discussion. C'est la famille. La famille passe avant tout. L'ironie a failli m'étouffer, mais je l'ai ravalée avec tout le reste. J'ai hoché la tête et j'ai plié la liste dans ma poche. Les 3 semaines suivantes sont devenues un tourbillon de courses et de préparatifs. Je me suis déclarée malade 2 fois, perdant des revenus dont j'avais désespérément besoin pour les cours que je suivais au collège communautaire.
J'ai passé mes jours de congé à courir partout en ville, cochant les points de cette liste pendant que Kristen faisait du shopping avec maman pour sa robe d'anniversaire. Elles ont essayé des dizaines d'options, ai-je appris plus tard. Elles ont déjeuné dans ce nouveau bistrot français du centre-ville. Elles se sont offert des manucures mère-fille assorties. Personne n'a demandé si je voulais venir. La fête elle-même a dépassé toutes mes attentes en matière d'excès. Le Riverside Ballroom avait été transformé en quelque chose tiré d'un magazine. Du blanc et de l'or partout, avec des centres de table en cristal sur chaque table qui coûtaient probablement plus que mon salaire mensuel. Un groupe de musique jouait près de la piste de danse. Le gâteau, haut de 4 étages, était couvert de feuilles d'or comestibles et de délicates fleurs en sucre. Je me tenais dans un coin, vêtue de ma robe de chez Target vieille de 3 ans, observant les invités arriver dans leurs vêtements de marque et leurs bijoux coûteux. Je reconnaissais des visages de la ville. Les amis de Kristen de son école privée. Les associés de papa, les compagnes du country club de maman, des parents éloignés qui avaient fait la route depuis les États voisins. Quand Kristen a fait sa grande entrée, la salle a éclaté en applaudissements. Elle était magnifique dans une robe blanche qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. En fait, plus cher que ce que ma voiture aurait coûté si j'en avais eu une. Je prenais le bus pour aller travailler depuis 3 ans, économisant chaque centime pour mes frais de scolarité. Les discours ont commencé vers 21h. Papa se tenait au micro, la voix étranglée par l'émotion alors qu'il parlait de sa petite fille devenant une jeune femme remarquable. Il a parlé de sa gentillesse, de son intelligence, de son brillant avenir. Maman a suivi, épongeant ses larmes tout en se remémorant l'enfance de Kristen, à quel point ils étaient fiers, à quel point ils se sentaient bénis d'être ses parents. Puis vint le grand final. Papa a fait un geste vers l'entrée de la salle, et les portes se sont ouvertes pour révéler une Honda Accord argentée flambant neuve, avec un énorme nœud rouge noué sur le capot. Kristen a crié et a couru vers elle, sautant de joie pendant que les invités applaudissaient et que les appareils photo crépitaient. Elle a serré papa dans ses bras, puis maman, puis de nouveau papa. Elle pleurait de vraies larmes de joie. Je suis partie tôt. Personne ne l'a remarqué. Mon 22e anniversaire est tombé un mardi, exactement 2 mois après l'extravagance de Kristen. Je me suis réveillée dans mon minuscule studio avec un sentiment d'appréhension que je portais depuis des jours. Malgré tout, une petite partie de moi espérait que cette année serait différente. Peut-être qu'ils s'en souviendraient sans que je le leur rappelle. Peut-être qu'ils organiseraient quelque chose de simple. Peut-être qu'ils appelleraient au moins. Mon téléphone n'affichait rien d'autre qu'un email publicitaire sur une vente flash dans un magasin où je n'avais jamais fait d'achat. Je me suis habillée et je suis allée à mon cours de 8 heures, repoussant la déception qui pesait lourdement sur ma poitrine. Le professeur a parlé d'un ton monocorde de la théorie économique pendant que je prenais des notes machinalement. Mon téléphone a vibré une fois pendant le cours. Un SMS de ma colocataire de première année, qui vivait maintenant à l'autre bout du pays. Joyeux anniversaire. J'espère que c'est une journée incroyable. Au moins quelqu'un s'en souvenait. J'ai travaillé pendant le service du midi au dîner, servant des hamburgers et des frites aux habitués. Mes pieds me faisaient mal au moment où mon manager m'a finalement laissé partir à 16h. J'ai pris le bus pour rentrer chez moi, regardant la ville défiler à travers les fenêtres sales. L'immeuble est apparu, sa façade en béton gris, toujours aussi peu accueillante. L'appartement était sombre quand j'ai déverrouillé la porte. J'ai allumé la lumière et je me suis arrêtée net. Dans mon salon se trouvaient maman, papa et Kristen. Ils portaient des manteaux et tenaient des clés de voiture. Des vêtements pour sortir, pas pour rester. Oh, bien. Tu es enfin là, a dit maman en regardant sa montre. On était sur le point de partir sans rien dire. L'espoir a vacillé. Peut-être qu'ils avaient prévu un dîner surprise. Peut-être que tout cela n'était qu'une mise en scène pour quelque chose de gentil. On emmène Kristen dans ce nouveau steakhouse sur la 5e avenue, a expliqué papa, faisant teinter ses clés avec impatience. Elle voulait l'essayer. L'espoir est mort aussi vite qu'il était né. Je suis restée là, dans mon uniforme de serveuse, sentant la friture et l'épuisement. C'est mon anniversaire. On sait,
a dit maman distraitement, se tournant déjà vers la porte. On fera quelque chose pour toi une autre fois. Cette réservation a été difficile à obtenir. Kristen attend ça avec impatience depuis une semaine. Mais c'est mon anniversaire aujourd'hui. Maintenant. Le visage de papa s'est durci, prenant cette expression que je ne connaissais que trop bien. Celle qui disait que j'étais difficile, ingrate, problématique. Ne sois pas égoïste. On a fait tout le chemin pour te voir. Vous n'êtes pas venu me voir. Vous êtes venu me dire que vous partiez pour emmener Kristen dîner. Le jour de mon anniversaire. Mon Dieu, tu es tellement dramatique, a marmonné Kristen en faisant défiler son téléphone. C'est juste un dîner. Ce n'est pas comme si les anniversaires comptaient encore à ton âge. Quelque chose s'est brisé en moi. À mon âge? J'ai 22 ans. Tu viens d'avoir 18 ans il y a 2 mois. Les filles, la voix de maman était un avertissement. Ne commençons pas maintenant. On est en retard. Ils se sont dirigés vers la porte comme un seul homme. Je suis restée figée, incapable de comprendre ce qui se passait. Ce devait être une blague, un test cruel, autre chose que ce que ça semblait être. Attendez, ai-je réussi à dire. Vous partez vraiment, maintenant? Papa s'est arrêté, la main sur la poignée. Une seconde, j'ai cru qu'il allait reconsidérer. Au lieu de ça, il a ouvert la porte. On t'appellera la semaine prochaine. S'il vous plaît. Le mot m'a échappé avant que je puisse le retenir. C'est mon anniversaire. Maman a jeté un regard en arrière, l'irritation claire sur son visage. Tu es puéril. On ne t'a pas élevé comme ça. La porte a claqué derrière eux. Le son a résonné dans mon minuscule appartement, final et absolu. Je suis restée là longtemps, écoutant leurs pas s'éloigner dans le couloir. Leurs voix sont revenues brièvement, riant de quelque chose que Kristen avait dit. Puis le silence. Je me suis assise sur mon canapé de seconde main et j'ai fixé le mur. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les stores, peignant des rayures sur la moquette usée. Quelque part dans l'immeuble, un chien a aboyé. Une porte a claqué. La vie continuait partout autour de moi pendant que j'étais assise, immobile. Les heures ont passé. La lumière a changé et a diminué. Mon téléphone est resté silencieux, à l'exception de quelques SMS d'amis. J'ai répondu à chacun par un « merci » et un smiley, prétendant que tout allait bien. La porte s'est ouverte brusquement vers 20h. J'étais assise dans le noir, sans avoir pris la peine d'allumer les lumières. Ils sont rentrés. Maman portait une boîte à emporter et papa tenait un petit sac en papier. Tiens, maman a jeté la boîte sur la table basse devant moi. Elle a atterri avec un bruit sourd. On t'a ramené les restes. J'ai ouvert la boîte lentement. À l'intérieur se trouvait un demi-morceau de gâteau au chocolat, son glaçage étalé contre le carton. Des marques de fourchettes le sillonnaient là où quelqu'un avait déjà mangé sa part. Quelques miettes parsemaient le fond du récipient. Papa a sorti quelque chose du sac en papier et l'a tendu. Un cupcake d'une boulangerie de supermarché. Le glaçage était légèrement fondu et penchait d'un côté. Il en avait déjà pris une bouchée. Je pouvais voir clairement les marques dedans sous la lumière du plafonnier que Kristen venait d'allumer. Je n'ai pas pu en trouver un entier, a-t-il dit avec un haussement d'épaule. Mais c'est l'intention qui compte, non? Maman a sorti une carte de son sac à main. Une carte d'anniversaire standard, du genre bon marché, vendue en multipack. Elle avait écrit « Joyeux anniversaire » à l'intérieur de sa belle écriture. En dessous, de l'écriture plus brouillonne de papa, il est temps de partir. J'ai fixé ces mots. Je les ai lus 2 fois. 3 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Papa a échangé un regard avec maman. Kristen examinait de nouveau ses ongles, clairement ennuyée par toute la situation. Tu as 22 ans maintenant, a dit papa lentement, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant. Nous pensons qu'il est temps que tu deviennes totalement indépendante. Nous t'avons aidé avec ton loyer, et il est temps que ça s'arrête.
Il me donnait 300 $ par mois pour le loyer après que je les ai suppliés de m'aider l'année dernière quand mes heures avaient été réduites. Pendant ce temps, ils avaient acheté à Kristen une voiture d'une valeur de 20 000 $. Vous me coupez les vivres, ai-je dit d'un ton plat. Nous t'encourageons à voler de tes propres ailes, a corrigé maman. Kristen va à l'université à l'automne. Nous devons concentrer nos ressources sur son éducation. Je suis aussi à l'université. Je suis des cours tout en travaillant à plein temps. Au collège communautaire, a dit Kristen d'un air dédaigneux, levant enfin les yeux de son téléphone. C'est en gros le lycée, deuxième partie. Au moins, je le paie moi-même. La température dans la pièce a chuté de plusieurs degrés. Le visage de papa est devenu rouge. Tu as un sacré culot après tout ce qu'on a fait pour toi. Fait pour moi. Vous m'avez jeté un demi-cupcake et m'avez dit de déménager. Tu vois? Maman m'a désigné du doigt comme si j'étais une preuve dans un procès. C'est exactement de ça qu'on parle. Si ingrate. Si pleine de droits. On t'a donné la vie. On t'a mis un toit sur la tête pendant 18 ans. Et voilà les remerciements qu'on reçoit. Kristen a ri. A éclaté de rire. Le son m'a transpercé comme du verre. Papa a gloussé aussi. Un faible grondement d'amusement. Les lèvres de maman se sont retroussées en un sourire. Il se moquait de moi. Le jour de mon anniversaire, tout en me mettant à la porte du seul logement que je pouvais me permettre. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es ridicule, a dit Kristen, ricanant encore. On dirait que tu te prends pour quelqu'un de spécial. Je suis restée là, tenant ce cupcake mordu et leurs cartes cruelles pendant que ma famille riait. Le son a rempli mon petit appartement, rebondissant sur les murs et le plafond. Ils riaient ensemble, unis dans leur amusement face à ma détresse. Quelque chose a changé en moi. La fissure de tout à l'heure s'est élargie en un gouffre. Chaque anniversaire ignoré, chaque réussite oubliée, chaque moment où j'étais invisible pendant que Kristen brillait, tout cela s'est déversé dans cet abîme grandissant. La douleur s'est transformée en autre chose, quelque chose de plus dur, de froid et de tranchant comme la glace d'hiver. J'ai souri. L'expression semblait étrange sur mon visage, comme un masque mal ajusté. Mais je l'ai maintenu pendant qu'il riait. Vous avez raison, ai-je dit doucement. Trop doucement pour qu'ils m'entendent par-dessus leur propre amusement. Je l'ai dit plus fort. Vous avez absolument raison. Les rires se sont tus. Ils m'ont regardé avec des expressions allant de la confusion à un amusement persistant. Je devrais voler de mes propres ailes, ai-je poursuivi en posant le cupcake en ruine. Je devrais être indépendante. Je devrais cesser d'attendre quoi que ce soit de vous. Enfin, a dit papa, le soulagement évident dans sa voix. Je suis contente que tu vois la raison. On savait que tu comprendrais une fois que tu te serais calmée, a ajouté maman. Je les ai regardés un par un. Vraiment regardés, comme si je les voyais clairement pour la première fois. Ces gens qui m'avaient accordé au mieux la moitié de leur attention. Qui m'avaient fait me sentir petite, sans importance et gênante. Qui avaient ri en me disant de partir. Dehors, ai-je dit. Papa a cligné des yeux. Quoi? Dehors de mon appartement. L'appartement que je paie, celui pour lequel vous n'aidez plus, de toute façon. Dehors, maintenant. Chérie, a commencé maman, sa voix prenant ce ton condescendant. Dehors. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Vous avez délivré votre message. Vous pouvez partir maintenant. Tu fais une crise d'hystérie, a dit Kristen, mais elle se dirigeait déjà vers la sortie. Elle n'aimait pas les conflits, sauf si elle les gagnait. Nous sommes tes parents, a dit maman, sa voix s'élevant. Tu ne peux pas nous parler comme ça. Je viens de le faire. Et vous êtes chez moi, alors partez ou j'appelle le gérant de l'immeuble. Le visage de papa est passé par plusieurs teintes de rouge et de violet. Il avait l'air de vouloir dire quelque chose, probablement sur le respect, la gratitude et la déception. Au lieu de cela, il est passé devant moi en trombe pour sortir dans le couloir. Maman a suivi, la bouche pincée en une fine ligne de désapprobation. Kristen a eu un sourire narquois en passant, comme si tout cela était très divertissant.
J'ai fermé la porte derrière eux et j'ai tourné le verrou. Mes mains tremblaient alors que je sortais mon téléphone et bloquais leurs 3 numéros. Puis je les ai bloqués sur les réseaux sociaux. Chaque plateforme, chaque connexion, disparut en quelques pressions du pouce. L'appartement est retombé dans le silence. J'ai regardé mes meubles de seconde main et mes murs nus. Le cupcake à moitié mangé sur ma table basse, comme un monument au mépris. La carte avec son message cruel. J'avais survécu avec un salaire minimum et une aide financière tout en suivant des cours. J'avais $240 sur mon compte courant et 150 autres en épargne. Mon loyer était dû dans 10 jours. $850 pour ce studio boîte à chaussures dans un immeuble où le chauffage fonctionnait à peine et où les voisins criaient les uns sur les autres jusqu'à 3 heures du matin. 10 jours pour trouver comment combler un déficit de 3 cents. 10 jours pour trouver plus de travail, un endroit moins cher, ou les deux. Je pouvais prendre un deuxième emploi, enchaîner les services au dîner, survivre avec encore moins, peut-être y arriver si j'étais assez chanceuse et désespérée. Je pouvais paniquer. Je pouvais pleurer. Je pouvais les rappeler, m'excuser et supplier pour leur pardon et leur aide. Au lieu de cela, j'ai commencé à faire mes bagages. J'ai sorti mon vieux sac à dos du lycée et j'ai commencé à le remplir d'essentiels, des vêtements de rechange, des articles de toilette, mon ordinateur portable et son chargeur, des documents importants, la petite boîte à bijoux que ma grand-mère m'avait laissée avant de mourir. La seule chose de valeur que je possédais. Tout le reste pouvait rester ou être vendu. À minuit, j'avais un plan, en quelque sorte. C'était plus une direction qu'un plan, mais c'était quelque chose. La grande ville était à 2 heures de bus. La ville signifiait des opportunités. Plus d'emplois, de meilleurs salaires, une vie moins chère si on savait où chercher. Une amie du dîner avait déménagé là-bas l'année dernière. Elle avait dormi sur des canapés jusqu'à ce qu'elle trouve une place dans une auberge de jeunesse qui louait des lits à la semaine. Elle avait mentionné qu'ils embauchaient toujours au bar où elle travaillait. De meilleurs pourboires que n'importe où en ville. J'ai recompté mon argent. $240 sur le compte courant, 150 en épargne. 390 au total. Le billet de bus coûterait 18. Il me resterait $372 pour survivre jusqu'à ce que je trouve du travail et un logement. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était plus que le rien que j'aurais si je restais. À 5 heures du matin, je suis sortie de mon appartement pour la dernière fois. J'ai laissé les clés sur le comptoir de la cuisine avec une note pour le propriétaire expliquant que je résiliais mon bail. Je perdrais ma caution, mais je la perdais de toute façon une fois que je ne pourrais plus payer le loyer. Les $400 de caution avaient été péniblement économisés sur 2 ans. Disparu maintenant, mais ça n'avait plus d'importance. La gare routière ressemblait à toutes les gares routières d'Amérique. Lumière fluorescente crue, siège en plastique boulonné au sol, et le genre de personne qui voyage à l'aube un mercredi. J'ai acheté mon billet en espèces et je me suis assise pour attendre, mon sac à dos serré contre ma poitrine. Mon téléphone a vibré. J'avais oublié de bloquer un numéro. Tante Patricia, la sœur de maman. Elle avait envoyé un SMS. J'ai entendu parler d'hier soir. Ta mère est très contrariée. Tu dois t'excuser. Je l'ai bloqué aussi, puis j'ai complètement éteint le téléphone pour économiser la batterie. J'en aurai besoin plus tard pour chercher un emploi. Le bus est arrivé à 6h30. J'ai trouvé un siège près de la fenêtre à l'arrière et j'ai appuyé mon front contre la vitre alors que nous nous éloignions de tout ce que j'avais toujours connu. La ville a défilé, grise et familière. J'ai tout regardé disparaître derrière moi et je n'ai rien ressenti. Pas de tristesse, pas de peur, juste un étrange vide creux là où ces émotions auraient dû être. La ville s'est dressée autour de nous 2 heures plus tard, tout en béton, en verre et en possibilités infinies. J'étais venue ici quelquefois pour des concerts ou des musées, toujours en tant que visiteuse. Maintenant, j'y restais. L'auberge de jeunesse que mon ami avait mentionnée se trouvait dans un quartier que les guides touristiques conseillaient probablement d'éviter. Les bâtiments se penchaient les uns contre les autres comme des travailleurs fatigués, leurs façades décorées de graffitis allant du plus grossier au véritablement magnifique.
L'auberge elle-même occupait le deuxième étage d'un ancien entrepôt au-dessus d'une laverie automatique aux fenêtres grillagées. Une femme aux cheveux violets et avec plus de piercings que je ne pouvais en compter était assise derrière la réception. « Je peux vous aider ? J'ai besoin d'un lit. C'est combien la semaine ? 120. Salle de bain partagée. Pas d'accès à la cuisine. Pas d'invité pour la nuit. Paiement d'avance. Pas de remboursement. » J'ai compté les billets, regardant mon filet de sécurité se réduire à $252. Elle m'a tendu une clé attachée à une palette en bois avec un numéro 7 gravé au fer. La chambre contenait 8 lits, 4 lits superposés entassés dans un espace conçu pour peut-être 4 personnes. 3 d'entre eux étaient actuellement occupés par des corps endormis plus ou moins couverts. L'air sentait la sueur, le déodorant bon marché et quelque chose de vaguement chimique que je ne pouvais pas identifier. Mon lit était celui du haut dans le coin le plus éloigné. J'ai grimpé et je me suis allongé sur le matelas fin, mon sac à dos serré contre ma poitrine. Par la seule fenêtre, je pouvais voir le bâtiment d'en face. Quelqu'un chantait faux. Une sirène a hurlé au loin. La ville bourdonnait d'un bruit et d'un mouvement constant. J'ai fermé les yeux et j'ai dormi. Le bar où travaillait mon ami s'appelait le Copper Still. Elle avait démissionné 3 semaines auparavant pour déménager à l'autre bout du pays avec un petit ami, mais sa recommandation avait encore du poids auprès du propriétaire. Il m'a examiné avec des yeux fatigués et m'a interrogé sur mon expérience. Je suis serveuse depuis 3 ans, ai-je dit, ce qui était vrai. Je n'ai pas mentionné que c'était dans un dîner de petite ville où la commande la plus compliquée était des œufs avec des pommes de terre rissolées. Tu travailles vite ? Oui. Tu sais faire des cocktails ? Je peux apprendre. Il m'a embauché sur le champ pour 5 soirs par semaine, du jeudi au lundi, de 16h à 2h du matin. Pour boire en espèces chaque jour, paie toutes les 2 semaines. J'ai commencé le lendemain. Le travail était brutal. Le bar accueillait une clientèle d'après-travail qui exigeait des cocktails compliqués et un service rapide. J'ai mémorisé des recettes de boissons pendant mes pauses, j'ai pratiqué les techniques de versement jusqu'à ce que mes bras me fassent mal. J'ai souri aux commentaires déplacés, j'ai esquivé les mains baladeuses et j'ai appris à lire l'ambiance d'une salle en quelques secondes. J'étais nulle au début. Je mélangeais les commandes, versais trop lentement, n'arrivais pas à suivre le rythme du week-end. Les autres barman me couvraient avec plus ou moins d'agacement, mais je les observais constamment, j'étudiais leurs mouvements, je copiais leur efficacité. Après 2 semaines, j'ai commencé à prendre le coup. Après 1 mois, je pouvais me débrouiller seule lors d'une soirée chargée. L'argent rentrait lentement au début. Certains soirs, je gagnais $50 de pourboire, d'autres seulement 20, mais ça s'accumulait. J'ai trouvé une chambre à louer dans un appartement de 3 chambres avec 2 autres filles. $300 par mois pour un espace à peine plus grand qu'un placard, mais c'était à moi et il y avait une porte qui fermait à clé. J'ai maintenu mes dépenses au minimum. Ramen et riz la plupart des soirs. Tout de seconde main. Pas de divertissement, pas de luxe, rien qui ne soit absolument nécessaire. Chaque dollar supplémentaire allait sur un compte séparé que j'avais ouvert, mon fonds d'urgence. Mon argent, plus jamais ça. Le solde augmentait lentement. 2 cents, 4 cents, 8 cents. Des petits pas vers la sécurité. Pendant la journée, je me suis inscrite à des cours en ligne dans une université d'État qui avait un programme de commerce réputé. L'aide financière couvrait la plupart des frais de scolarité, et je payais le reste avec mes économies, en serrant les dents. J'étudiais entre les services, pendant les pauses, dans le bus, à chaque moment de libre que je pouvais trouver. Principe du marketing, base de la comptabilité, droit des affaires. J'ai tout dévoré avec une faim que je ne me connaissais pas. 3 mois après mon départ, j'ai rallumé mon téléphone pour la première fois. 17 appels manqués de maman. 8 de papa. 34 SMS, la plupart en colère. Quelques-uns inquiets, un qui disait juste « appelle-nous ». Il y avait un message vocal datant d'1 semaine après mon départ. La voix de maman, épaisse de larmes. « S'il te plaît, rentre à la maison. On ne savait pas que tu partirais vraiment. Tu ne peux pas disparaître comme ça.
On est mort d'inquiétude. S'il te plaît, rappelle-nous juste pour qu'on sache que tu es en vie. Je l'ai supprimé sans écouter le reste. Il y avait d'autres messages vocaux. Papa exigeant que je revienne immédiatement. Kristen me traitant de dramatique. Maman pleurant, papa menaçant. Encore et encore. Je les ai tous supprimés et j'ai de nouveau éteint le téléphone. J'ai terminé ma première année de cours avec une moyenne parfaite. La deuxième année s'est encore mieux passée. Les professeurs ont commencé à connaître mon nom, à citer mes travaux en exemple. Je travaillais de manière obsessionnelle, j'assistais à tous les cocktails d'affaires et événements de réseautage que je pouvais trouver. Je collectionnais les cartes de visite comme des cartes à collectionner et je relançais tout le monde. Pendant ma troisième année, j'ai rencontré Harold Chen lors d'un colloque sur le marketing numérique. Il possédait une agence de marketing spécialisée dans les marques de luxe. Nous avons parlé pendant 2 heures de psychologie du consommateur et de positionnement de marque. Il m'a offert un stage sur le champ. 3 mois ont passé. Puis 1 an. J'ai été promu barmaid en chef au Copperstille, ce qui signifiait de meilleurs horaires et un petit salaire en plus des pourboires. J'ai emménagé dans un appartement d'une chambre dans un quartier plus sûr. Rien d'extraordinaire, mais l'immeuble était sécurisé et le propriétaire réparait les choses quand elles cassaient. J'ai rallumé mon téléphone pour la première fois depuis mon départ. 17 appels manqués de maman. 8 de papa. 34 SMS, la plupart en colère. Quelques-uns inquiets, un qui disait juste « appelle-nous ». Il y avait un message vocal datant d'1 semaine après mon départ. La voix de maman, épaisse de larmes. « S'il te plaît, rentre à la maison. On ne savait pas que tu partirais vraiment. Tu ne peux pas disparaître comme ça. On est mort d'inquiétude. S'il te plaît, rappelle-nous juste pour qu'on sache que tu es en vie. » J'ai accepté le stage, travaillant le jour et gardant mes services de barmaid les week-ends. Je dormais 4 heures par nuit et vivais de café et de détermination. L'agence d'Harold m'a confié de vrais projets, de vraies responsabilités. J'ai fait mes preuves encore et encore, restant tard, me portant volontaire pour les clients difficiles, disant toujours oui à plus de travail. Quand j'ai obtenu ma licence, Harold m'a offert un poste à plein temps. Niveau débutant, mais avec des possibilités d'évolution. J'ai arrêté le bar et j'ai acheté mon premier tailleur avec mon dernier salaire du Copperstille. 3 ans au sein de l'agence m'ont appris plus sur les affaires que n'importe quel manuel. J'ai appris à lire les clients, à vendre des idées, à transformer une campagne en échec en une histoire à succès. Je faisais des semaines de 100 heures et j'absorbais tout ce que je pouvais de tout le monde autour de moi. Quand Harold a pris sa retraite, il a vendu l'agence à une plus grande entreprise. Ils ont gardé la plupart du personnel mais ont réduit les comptes. J'ai vu le coup venir et j'ai commencé à chercher ma prochaine étape avant le début des licenciements. Je l'ai trouvé chez Westmore & Associates, une agence de taille moyenne qui gérait à la fois des clients d'entreprise et privés. Ils m'ont embauché en tant que gestionnaire de compte senior. Meilleur salaire, meilleurs avantages, meilleures opportunités. J'ai acheté une voiture, j'ai emménagé dans un appartement plus agréable, j'ai commencé à constituer de vraies économies au lieu de simplement survivre. À 27 ans, j'ai lancé ma propre entreprise de conseil. Petite au début, juste moi, un site web et un numéro de téléphone. Je me suis spécialisée dans la gestion de la réputation et la restauration de l'image de marque, le genre de travail que personne d'autre ne voulait toucher. Les entreprises en difficulté, les particuliers avec des cauchemars de relations publiques, quiconque avait besoin de reconstruire son image à partir de zéro. J'étais douée pour ça. Mieux que douée. Je comprenais ce que signifiait de partir de rien. De reconstruire quand tout vous a été enlevé, de créer un nouveau récit quand l'ancien était irrécupérable. L'entreprise a grandi. Un client est devenu 2, puis 10, puis 50. J'ai embauché des employés, loué des bureaux, bâti une véritable entreprise avec une structure, des systèmes et des revenus stables. À 30 ans, je dirigeais une agence avec 20 employés et des clients dans 3 États. J'ai acheté une vraie maison avec une hypothèque, un jardin et des voisins qui me saluaient de la tête quand nous récupérions notre courrier en même temps.
Je l'ai meublé avec soin, avec des pièces que j'aimais vraiment au lieu de ce qui était le moins cher. J'ai accroché des œuvres d'art au mur. J'ai adopté un chien d'un refuge, un bâtard nommé Cooper qui aimait dormir sur mes pieds pendant que je travaillais. La vie était belle, plus que belle. J'avais construit quelque chose de réel à partir de cette nuit terrible et de $40 en poche. Puis mon téléphone a sonné un mardi après-midi d'avril. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai répondu quand même. Harper à l'appareil. Harper. La voix de maman, plus vieille et plus tremblante que dans mon souvenir. Harper, ma chérie, c'est maman. J'ai failli raccrocher. Mon pouce a plané sur le bouton de fin d'appel. Je sais que tu ne veux probablement pas nous parler, a-t-elle poursuivi rapidement, les mots se bousculant. Mais s'il te plaît, écoute juste une minute. C'est à propos de Kristen. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Quoi, Kristen? Elle a des ennuis. De vrais ennuis. La voix de maman s'est brisée. Elle a épousé cet homme, Warren. On a essayé de lui dire que c'était une mauvaise nouvelle, mais elle n'a pas voulu écouter. Il l'a impliquée dans une affaire commerciale qui s'est avérée être une fraude. Ils font face à des accusations fédérales. Les pertes dépassent les $30 millions. Elle pourrait aller en prison pour très longtemps. Je me suis assise lentement dans mon fauteuil de bureau. C'est fâcheux. Fâcheux. La voix de maman s'est élevée. Harper, c'est ta sœur. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'un bon avocat, et ça coûte de l'argent. Beaucoup d'argent. On a déjà tout dépensé pour ses frais de justice. La maison est hypothéquée. La retraite de ton père est partie. Il ne nous reste plus rien. Et vous m'appelez parce que... Silence à l'autre bout du fil. Puis, doucement, on a entendu dire que tu avais bien réussi. Que tu avais une entreprise. Vous avez entendu? Patricia a vu un article sur toi dans un magazine d'affaires. On a essayé de te trouver en ligne, mais tu n'utilises ton nom de famille nulle part. Je l'avais changé légalement il y a 3 ans. J'avais abandonné le nom de famille et pris le nom de jeune fille de ma grand-mère. Harper Veille au lieu de Harper Whitmore. Une rupture nette avec tout ce qu'il représentait. Que voulez-vous de moi? Ai-je demandé, en gardant ma voix neutre. On a besoin d'aide, a dit maman simplement. De l'argent pour les avocats. Kristen pourrait prendre 20 ans si elle est reconnue coupable. S'il te plaît, Harper. On sait qu'on n'a pas été des parents parfaits, mais... Pas parfaits? Le rire m'a échappé avant que je puisse le retenir. C'est une façon de le dire. On a fait de notre mieux. Vous m'avez jeté un cupcake à moitié mangé le jour de mon anniversaire et vous m'avez dit de partir. Plus de silence. Quand maman a repris la parole, sa voix tremblait. On était stressés ce jour-là. Ton père venait de perdre un gros client. Kristen était difficile à propos de l'université. On ne voulait pas, vous avez ri, ai-je dit doucement. Vous trois, vous étiez dans mon appartement et vous avez ri pendant que je tenais ce cupcake en ruine. Vous vous souvenez de cette partie? Harper. De combien avez-vous besoin? J'ai entendu son souffle se couper. L'avocat a dit qu'il avait besoin de $50 000 pour la provision, et il y aura d'autres frais au fur et à mesure de l'affaire. Mais tout ce que tu pourrais. J'y réfléchirai, ai-je dit. Donnez-moi quelques jours. Merci, a sangloté maman. Merci beaucoup. On était si inquiets. On ne savait plus vers qui se tourner. Ton père voulait. J'ai raccroché. Pendant un long moment, je suis restée assise à mon bureau, à ne rien fixer. Cooper a poussé ma main de son nez humide, sentant ma détresse. Je l'ai gratté distraitement derrière les oreilles pendant que mon esprit tournait à plein régime. Ils avaient besoin d'argent. Ils avaient besoin de moi. Après 9 ans de silence, sans savoir si j'étais vivante ou morte, ils m'avaient retrouvée parce qu'ils avaient besoin d'argent. Je pouvais les aider. J'avais l'argent. $50 000 ferait mal, mais ne me ruinerait pas. Je pouvais faire ce chèque et résoudre leurs problèmes. Ou je pouvais faire quelque chose de complètement différent.
J'ai pris mon téléphone et j'ai passé quelques appels. À la fin de la journée, j'avais ce qu'il me fallait. 3 jours plus tard, j'ai rappelé maman. Je vais aider, ai-je dit quand elle a répondu. Mais il y a des conditions. N'importe quoi, a-t-elle dit immédiatement. Dis-le. D'abord, je veux que Kristen m'appelle directement et me demande de l'aide elle-même. Pas toi, pas papa. Elle. Bien sûr. Oui. Je vais lui dire aussi. Deuxièmement, toi et papa devez venir à mon bureau. Tous les deux. Il y a des papiers à signer. Des papiers? Des documents de prêt standard. C'est une transaction commerciale, par un cadeau. Vous me rembourserez avec intérêt. Au taux du marché. Hésitation. Ça semble dur. Ce sont mes conditions. C'est à prendre ou à laisser. On sera là, a dit maman rapidement. Quand? J'ai fixé le rendez-vous pour le mardi suivant à 14 heures. Puis je me suis mise au travail. Quand ils sont arrivés à mon bureau, je les ai à peine reconnus. Papa avait considérablement vieilli, ses cheveux étaient devenus complètement gris et son visage était marqué de nouvelles rides. Maman semblait plus petite, diminuée. Elle avait pris du poids. Ou peut-être que c'était juste sa façon de se tenir maintenant. Vaincu. Il se tenait dans ma réception, regardant les meubles modernes et les œuvres d'art coûteuses avec des expressions que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. De l'admiration ou du ressentiment. Harper, a dit maman, sa voix incertaine. C'est. Waouh. C'est vraiment quelque chose. Je leur ai serré la main formellement. Merci d'être venu. Veuillez me suivre. Je les ai conduits à la salle de conférence où mon avocat, Paul Hendricks, attendait avec une pile de documents. Maman et papa se sont assis en face de nous à la longue table. Ils ne cessaient de me regarder, puis de se regarder, puis de nouveau les papiers. Ce sont des contrats de prêt standard, a expliqué Paul. Mademoiselle Veil a accepté de vous prêter 100 000 $. 100, a interrompu maman. On n'a besoin que de 50. Les frais juridiques s'arrêtent rarement à la provision initiale, ai-je dit calmement. Considérez le surplus comme une marge de sécurité. Vous en aurez besoin. Paul a continué à exposer les termes, taux d'intérêt du marché, échéancier de remboursement sur 5 ans, clause de défaut standard, garantie personnelle adossée à leur maison et à leur compte d'épargne liquide, y compris leur portefeuille d'investissement imposable. Tout était parfaitement légal et en règle. Les mains de papa tremblaient légèrement alors qu'il signait. Maman avait les larmes aux yeux. Ils n'ont pas lu les documents attentivement, trop désespérés pour remettre en question le cadeau qu'on leur faisait. Il y a une dernière chose, ai-je dit quand ils ont fini de signer. Une demande personnelle. N'importe quoi, a dit maman. Je veux que vous me disiez pourquoi. Ils ont échangé des regards. Pourquoi quoi, a demandé papa. Pourquoi Kristen valait tout et moi rien? J'ai besoin de l'entendre de votre bouche. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la climatisation. Paul s'est agité inconfortablement à côté de moi. Ce n'était pas comme ça, a finalement dit maman. On vous aimait toutes les deux de la même façon. Essayez encore. Papa s'est éclairci la gorge. Kristen était plus facile. Tu as toujours été si indépendante, si renfermée. Elle avait plus besoin de nous. Donc, vous lui avez donné plus parce qu'elle en demandait plus. Et j'ai eu moins parce que j'en demandais moins. Quand tu le dis comme ça sonne mal, a dit maman sur la défensive. Mais être parent n'est pas si simple. Chaque enfant est différent. Vous avez raison, ai-je convenu. Chaque enfant est différent. Certains enfants ont 200 personnes à leur fête d'anniversaire et une voiture avec un nœud. D'autres se font dire de partir. Simple. Maman s'est mise à pleurer. Papa fixait la table. J'ai besoin que vous le reconnaissiez, ai-je insisté. Dites les mots. Admettez ce que vous avez fait. On a fait des erreurs, a dit papa sèchement. On aurait pu être plus équilibré. Vous m'avez rendu invisible, ai-je corrigé. Vous m'avez fait sentir sans valeur.
Vous avez ri de ma douleur et m'avez jeté comme une ordure. Dites-le. Très bien. La voix de papa s'est élevée. Oui. On s'est plus concentré sur Kristen. Oui. On aurait dû te prêter plus d'attention. Oui. Ce qu'on a fait le jour de ton anniversaire était cruel. Tu es contente maintenant? C'est ce que tu voulais entendre? Extrêmement contente, ai-je dit d'un ton sec. Paul, le chèque. Paul a fait glisser une enveloppe sur la table. Papa l'a saisie comme un homme qui se noie s'accroche à une bouée de sauvetage. Une dernière chose, ai-je dit alors qu'il se levait pour partir. Où est Kristen? Je pensais qu'elle serait là. Elle est à la maison, a dit maman. Elle ne gère pas bien le stress. Elle te remercie, cependant. Je n'en doute pas, dites-lui que je lui passe le bonjour. Ils sont partis, l'air soulagé et vaguement honteux. La porte s'est refermée derrière eux. Paul a rassemblé ses papiers et m'a jeté un long regard. Vous savez, les documents de prêt incluaient des clauses inhabituelles, a-t-il dit prudemment. Je sais. S'ils font défaut, la maison et tous les comptes d'investissement garantis. Ils feront défaut, ai-je dit avec certitude. Les frais de justice de Kristen engloutiront ces 100 000 $ en moins d'un an. Ils manqueront leur premier paiement, puis leur deuxième. Au moment du troisième, je serai propriétaire de la maison qu'ils ont hypothéquée et j'aurai une créance sur leur compte d'épargne et d'investissement imposable, conformément à l'accord qu'ils viennent de signer. Paul a sifflé à voix basse. C'est froid. C'est les affaires. Ce sont eux qui m'ont appris que la famille passe après les aspects pratiques. Et Kristen? Quoi, Kristen? Vous allez vraiment la laisser aller en prison? Je vais vraiment laisser la justice faire son travail. J'ai examiné son cas. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Ce n'était pas une victime innocente. Elle a aidé Warren à gérer ce système de Ponzi parce qu'elle aimait l'argent et le style de vie. Elle a fait du mal à des gens. Paul a rangé sa mallette. Pour ce que ça vaut, je pense que vous gérez ça remarquablement bien. J'ai eu 9 ans pour m'entraîner. Après son départ, je suis restée seule dans la salle de conférence un moment. J'ai sorti mon téléphone et j'ai écouté ce vieux message vocal une dernière fois. La voix de maman pleurant, disant à quel point ils étaient inquiets, comment ils ne savaient pas que je partirais vraiment. Ils avaient appelé une semaine après m'avoir mise à la porte. Une semaine. Puis ils avaient abandonné. J'ai supprimé le message vocal pour la dernière fois et je suis rentrée chez moi, auprès de Cooper. Les 18 mois suivants se sont déroulés exactement comme je l'avais prédit. Les frais de justice de Kristen ont explosé. Les 100 000 $ ont disparu. Mes parents ont manqué leur premier paiement de prêt, puis leur deuxième. J'ai envoyé des avis de défaut formels par l'intermédiaire du bureau de Paul. Au 9e mois, il suppliait pour des prolongations que j'ai poliment refusé d'accorder. Kristen a été reconnue coupable de 8 chefs d'accusation de fraude électronique et condamnée à 14 ans dans une prison fédérale. Elle en purgerait au moins 12 avec bonne conduite. Maman et papa ont assisté à la sentence, l'air d'avoir 20 ans de plus. Je n'y suis pas allée. Lorsque le dernier avis de défaut a expiré, j'ai acquis les droits sur leur maison conformément à notre accord. J'ai également obtenu des créances sur leurs comptes d'investissement et d'épargne imposables, qu'ils avaient utilisés comme garantie sans comprendre pleinement ce qu'ils signaient. J'ai vendu la maison pour un profit décent et j'ai fait don de l'argent du compte d'investissement à un fonds de bourse d'études pour les étudiants de première génération. La bourse s'appelait le Fonds d'urgence Veille, et elle aidait spécifiquement les étudiants qui avaient été coupés du soutien familial. Maman m'a appelé une fois après la vente de la maison. Je n'ai pas répondu, mais elle a laissé un message vocal. J'espère que tu es fière de toi, a-t-elle dit, la voix tremblante de rage. Tu as détruit cette famille. Tu nous as tout pris. On t'a donné la vie et voilà comment tu nous rembourses. J'ai gardé ce message vocal. Parfois, je l'écoute quand j'ai besoin de me rappeler pourquoi je suis partie et que je n'ai jamais regardé en arrière. Papa a envoyé un email 6 mois plus tard. Court et amer. Tu as gagné. Félicitations. J'espère que ça en valait la peine. Je n'ai jamais répondu.
Kristen m'a écrit de prison une fois. Une longue lettre sur à quel point elle était désolée, comment elle avait fait des choix terribles, comment elle espérait que nous pourrions nous réconcilier un jour. Elle a mentionné qu'elle avait entendu ce que j'avais fait à maman et papa. Elle a qualifié cela de sans cœur. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant pourquoi j'étais partie, mais que cela ne justifiait pas ma vengeance. Elle m'a demandé si je me sentais mieux d'avoir détruit ce qui restait de notre famille. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai classée dans une boîte que je gardais dans mon placard. La boîte contenait tous les vestiges de cette ancienne vie. La carte de mon 22e anniversaire avec son message cruel. La carte de visite d'Harold Chen. Ma première fiche de paie de l'agence de conseil. Une photo de moi le jour où j'ai acheté ma maison, souriant à l'appareil photo avec Cooper dans les bras. La preuve du voyage de rien à quelque chose. D'invisible à visible, de sans valeur à digne. Est-ce que je me sentais mieux? La question me suivait parfois tard dans la nuit, quand le sommeil ne venait pas. J'avais bâti une entreprise prospère. J'avais créé une vie dont j'étais fière. J'avais prouvé que je n'avais pas besoin d'eux. Que je n'avais jamais eu besoin d'eux. Mais le trou qu'ils avaient laissé était toujours là. Il était simplement rempli de choses différentes maintenant. L'ambition au lieu du désir, la fierté au lieu de la douleur, le succès au lieu de l'espoir de leur amour. J'ai adopté un autre chien, j'ai rénové ma cuisine, j'ai pris des vacances en Italie où j'ai mangé mon pois en pâte et visité des ruines antiques. J'ai eu quelques rendez-vous, mais jamais rien de sérieux. J'avais des amis, des collègues et une entreprise qui exigeaient mon attention constante. J'avais tout, sauf la seule chose que je voulais à 22 ans, debout dans mon appartement, tenant ce cupcake à moitié mangé, une famille qui m'estimait. Mais j'avais appris quelque chose d'important au cours de la dernière décennie. On ne peut pas forcer les gens à vous aimer. On ne peut pas les forcer à voir votre valeur. On peut seulement construire une vie où leurs opinions n'ont plus d'importance. Alors c'est ce que j'ai fait. Et le jour de mon 31e anniversaire, je me suis réveillée dans ma maison confortable avec mes 2 chiens, mon entreprise prospère et ma famille choisie d'amis qui étaient réellement là quand ils disaient qu'ils le seraient. Je me suis préparé un vrai petit déjeuner d'anniversaire. Je me suis acheté un gâteau dans une pâtisserie chère, entier, parfait et entièrement à moi. J'ai allumé une seule bougie et j'ai fait un vœu. Pas pour la vengeance, je l'avais déjà eu. Pas pour la réconciliation, j'en avais fini de chasser ce fantôme. J'ai souhaité la poursuite du succès, le bonheur, la force de continuer à construire cette vie que j'avais créée à partir de rien. Puis j'ai soufflé la bougie, j'ai mangé une part de gâteau parfait, et j'ai continué ma journée. Parce que certaines familles naissent, et d'autres se construisent. Et la mienne, celle que j'ai bâtie de toutes pièces avec ma propre détermination et mes propres efforts, était sacrement bien.